Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques valeurs qui ont pas mal décoté sur les 12 derniers mois. On va essayer de faire un focus sur les 4 suivantes, Stellantis, Kering, LVMH et Edenred. On va essayer de comprendre s'il y a potentiellement des opportunités sur ces actions. On démarre avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer la série avec la première action, c'est Stellantis. Alors, je ne vais pas vous présenter l'activité de Stellantis, vous la connaissez. On va démarrer plutôt sur la partie news. Alors, les news sont plutôt mauvaises. Alors, en dehors de l'environnement macroéconomique où les constructeurs européens sont en train de se faire complètement taillader par les Chinois sur le véhicule électrique, avec les normes européennes qui sont très restrictives et qui poussent des acteurs historiques sur les moteurs à combustion à basculer très rapidement sur l'électrique. On en voit les conséquences à la fois sur les résultats de ces constructeurs, mais également sur leurs bénéfices et donc derrière sur les actions. En plus de tout ça, il y a des nuages noirs qui s'accumulent. Alors par exemple pour Stellantis, c'est toujours les problèmes d'airbag et de rappel de véhicules, notamment sur la marque Citroën. Même la marque DS, si on veut être un peu plus précis. Alors, on a un nouveau CEO, donc américain, qui est à la tête de l'entreprise. Sans doute que le salut viendra des États-Unis. Alors, si on regarde du côté financier, en fait, on peut voir que les revenus ont baissé fortement chez Stellantis entre 2023 et 2024. Donc, on était quand même sur une très belle progression, notamment avec la fusion en fait de toutes les sociétés qui ont créé le groupe Stellantis. Et puis, on a un gros point d'arrêt sur courant 2024 où les ventes se sont effondrées de 17%. Alors, si on regarde derrière, ça a un impact direct sur la profitabilité brute qui a été quasiment divisée par deux, alors que le chiffre d'affaires a été réduit à peu près de 15%. Derrière, donc on va regarder directement le earning per share, c'est-à-dire le bénéfice par action, qui est passé de 6 euros à moins de 2 euros, donc divisé par 3. Le free cash flow négatif, alors même si la société dispose d'une trésorerie, on voit quand même qu'elle est très fortement attaquée. Et puis derrière, le dividende qui a été coupé, il est passé de 1,55 € à 0,68 €. Alors si on regarde maintenant du côté des ratios, donc alors forcément si le cours a fortement baissé, donc la capitalisation a baissé, donc on peut voir elle était divisée par 2 entre 2023 et 2024. Et puis on a encore une tendance à la baisse de 50% sur ici les données au 27 juin 2025. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui m'intéresse moi? Ce qui va m'intéresser, c'est le premier ratio, le price earning ratio qui est très bas. Mais on peut voir que historiquement, donc Stellantis est plutôt sur des price earning ratio relativement bas. On a un ROE qui est également relativement faible actuellement, donc ce qui explique aussi la baisse du cours, puisqu'on avait des ROE très largement supérieurs à 10%, et puis là on a une chute. On est aujourd'hui autour des 6-7%. Alors la bonne nouvelle néanmoins, c'est que la société continue de gagner de l'argent. On a un payout ratio, donc si la société veut verser le même montant ici à la fin de l'année, on aurait l'équivalent d'un payout ratio de 30%. Alors si Stellantis réussit à améliorer son chiffre d'affaires et ses ventes par rapport à l'année dernière, il est tout à fait possible qu'elle rehausse son dividende cette année. On a donc un buyback de l'ordre de 5% et un total shareholder return, c'est-à-dire quand vous faites la composition du dividende et du buyback, on a un retour sur actionnaire de 10,67%, ce qui est pas si mal que ça en fait. Alors si on achète Stellantis pour les dividendes, donc le dividende versé est annuel, une fois par an, 0,58 dollars pour un dividende yield de 5,67%. Et donc le dividende a été coupé en deux avec un payout ratio de 30%. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder l'évolution du dividende dans le temps. On voit quand même que la tendance est négative, ce qui est quand même pas très bon au niveau de l'entreprise, et notamment lorsqu'on est actionnaire et qu'on achète Stellantis pour les dividendes. Alors même si c'est pas très parlant, j'affiche quand même la droite de régression. On peut voir en fait que la croissance du modèle est négative.
Bon, même s'il il y a peu de cotation, hein, on est à peu près à 4 ans de recul en termes de cotation. Pour moi, c'est insuffisant pour avoir des droites de régression significatives. Néanmoins, quand même, la tendance n'est pas bonne. Alors, si on regarde l'action Stellantis sur le marché parisien, je vais d'abord me mettre en hebdo. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que la société, le cours évoluait dans un canal descendant depuis un pic qui a été observé la semaine du 18 mars 2024. Ensuite, j'avais un scénario de double creux, donc qui n'a pas été validé. On a essayé de le sortir par le haut ici, la semaine du 9 décembre 2024, et puis entre le 10 et le 17 février. Et puis derrière, on est reparti à la baisse. On a cassé ici le support qui était autour des 11 € pour aller chercher un nouveau support beaucoup plus bas, autour ici des 7,50 €. Donc, il me semble un point d'entrée intéressant si on y retourne. Alors, depuis, la société, le titre essaye de se redresser. On voit qu'on est actuellement sur une résistance autour des 9 €. Donc, soit on passe la résistance et là, on irait chercher les 11 €. Donc, il y aurait quand même un beau potentiel. On serait ici sur un potentiel de 27%. Si on va chercher 25%, si on va chercher la médiane de cette résistance. Donc il peut y avoir un coup à jouer si on arrive à sortir positivement et notamment sortir par le haut ici des 9,55 €. On aurait ici une figure de double creux ou une tasse avec anse pour aller chercher ici ce niveau des 11 €. En cas de refus d'échec sur la résistance, on pourrait aller chercher à nouveau la zone de support qui se situe autour des 7,40 € dans ces eaux-là en fait. La deuxième action qu'on va voir, c'est Kering. Alors Kering, c'est une action que j'ai détenue pendant un petit moment dans mon PEA. J'en suis sorti en moins-value, qui avait été à l'époque compensée par la vente d'ETF SP500 Nasdaq. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc on est actuellement à 184,20 € avec une remontée de 5,57%. Alors au niveau des news, ce qui a fait bouger le cours de l'action, c'est notamment le fait que Luca De Meo, qui est le dirigeant de la société Renault, va rejoindre Kering. Donc l'objectif, c'est d'espérer qu'il aura suffisamment de capacité à transformer Kering pour faire reprendre notamment des marques comme Gucci le chemin de la croissance et de renouer notamment avec les clients existants ou les nouveaux clients. Hein, donc c'est plutôt un gros challenge, mais pourquoi pas. Alors maintenant, si on regarde du côté financier, donc les revenus ont baissé. On voit ici qu'ils étaient en hausse permanente jusqu'à un sommet qui était l'année 2022. Et ensuite, le chiffre d'affaires a baissé, donc très légèrement en 2023, moins 3,86%, et de manière un peu plus forte en 2024. D'où l'intérêt effectivement de changer les choses. Si on regarde au niveau de la profitabilité, elle a également baissé. On voit quand même que après avoir atteint le pic des 15 milliards en 2022, on était un peu en dessous en 2023 et on est passé de 15 milliards à 12 milliards et demi, donc il y a eu 2 milliards et demi d'évaporés en termes de bénéfices sur l'espace d'un an en 2024. Alors si on regarde un petit peu plus loin, donc le bénéfice par action, donc on avait quand même une solide croissance et puis donc une chute très forte puisque en termes de bénéfices, les bénéfices ont été quasiment divisés par 3 entre l'année 2023 et l'année 2024, moins 62%. Le free cash flow est néanmoins positif, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc ça veut dire que même si les marges et le chiffre d'affaires baissent, la société est néanmoins profitable. Le dividende par share, donc, par action, a été divisé quasiment par 2. On est passé de 14 à 6 €. Et puis si on regarde la marge nette, on est quand même sur une société de luxe avec des marges nettes qui sont quand même relativement faibles, 6,59%, alors que historiquement, on tourne plutôt autour des 20%. Donc il y aura quand même un gros travail qui doit être fait, notamment pour faire à nouveau adhérer la clientèle fortunée aux marques phares comme Yves Saint Laurent ou Balenciaga ou encore donc Gucci, hein, qui est la grosse marque du groupe Kering. Si on regarde du côté des ratios, donc la capitalisation a baissé, mais en tendance, elle baisse quand même depuis 2022, donc très régulièrement.
on est sur un payout ratio de 20. Alors je crois de mémoire, LVMH au cours actuel, on n'est pas loin également des 20. Donc comparativement, je pense que LVMH a quand même une plus forte capacité à rebondir que Kering. Alors là, c'est un avis purement personnel. Vous pouvez également mettre, si vous souhaitez, en commentaire la vidéo, ce que vous en pensez. Et puis ce qui m'intéresse, c'est le ROE, donc il est en dessous de 10, hein, on voit, il était plutôt de l'ordre de 20-25 sur les belles années, on va dire. Donc on est quand même sur des niveaux relativement faibles de return on equity. On a par contre un niveau de free cash flow par rapport au cours de l'action de 6,32%, un niveau de versement du dividende de 3%. Donc l'action Kering actuellement est peut-être en zone d'achat. Par contre, on a un payout ratio qui est quand même très supérieur à 100%, ce qui est pas bon, hein. Donc la société peut se permettre puisqu'elle a de la trésorerie. Par contre, il faut pas que ça dure dans le temps. Alors côté dividende, donc on a un rendement de 3,24% avec un dividende de 6 € qui est en décroissance de 60%. Le dividende a été payé au mois de mai. Il est annuel. Donc apparemment en 2 fois, en janvier et au mois de mai. Alors si on regarde maintenant sur les 10 dernières années, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le dividende est en croissance, hormis ici une période un peu faste entre 2018 et 2019, et puis une baisse ici très importante en 2025. Donc si Luca De Meo est capable de redresser la boîte, on pourrait retourner sur un niveau de dividende au moins équivalent à 9 à 12 €. Donc on pourrait tout à fait reporter ce montant de dividende par rapport au cours, ce qui permettrait sans doute à la société de se revaloriser en termes de cours. Alors si on regarde l'analyse de long terme sur les droites de régression sur les 30 dernières années, on peut voir clairement qu'on est dans une zone d'opportunité. Vous voyez par exemple ici en 2008-2009, la société a connu des difficultés, on était au-delà des moins 2 sigma, et ensuite elle s'est très bien redressée. Donc on est actuellement pas très loin des moins 2 sigma, on est à moins 1,69. Si on allait sur les moins 2 sigma, ce serait un cours à 157 €. Ça pourrait être pour moi un indicateur, pourquoi pas, de rentrer sur Kering. Ce qu'il faudrait éventuellement, c'est attendre au moins un trimestre de publication avec Luca De Meo en place, avec un plan stratégique, et de voir comment le chiffre d'affaires potentiellement se redresse avec les différents plans d'action que va mettre en place le nouveau PDG. Ça, ce serait vraiment intéressant à suivre, ce qui serait un marqueur potentiel de redressement de la société. Au cours actuel, donc de 184 € pour une valeur théorique de 433, on a un potentiel de croissance de plus de 100% sur Kering si on pense que le nouveau PDG sera en mesure de redresser la situation. Alors maintenant, si on regarde le graphique de moyen terme, on voit que le cours évolue dans un canal descendant. On n'est toujours pas sorti. On n'est toujours pas sorti de ce canal descendant. Il faudrait à la fois donc sortir par le haut, et notamment de cette zone ici, qui correspond à un ancien support, donc une résistance au niveau des 207,10 €. Donc si on arrive à le franchir par le haut, on pourra aller chercher les 266 €, puis ensuite une résistance autour des 300 €. Alors moi à l'époque, j'avais laissé ici ma zone de PRU qui était à ce niveau-là, je peux l'enlever. Donc on a ici une zone des 360 €, puis ensuite la moyenne mobile à 200 périodes. Le franchissement à la hausse serait annonciateur d'un retournement complet de la société. En tout cas, à l'heure actuelle, on est toujours dans un canal baissier. Pour moi, il n'y a aucun signal qui me permettrait de dire que ça vaudrait le coup de rentrer donc sur Kering. Je pense qu'il faut attendre au moins un trimestre de résultats avec le nouveau PDG à sa tête. La troisième action que nous allons regarder, c'est LVMH. Alors LVMH fait partie de mon portefeuille. J'ai fait pas mal de vidéos détaillées sur l'action, donc on va aller quand même relativement rapidement. Donc LVMH, comme tous les groupes de luxe, souffre de la demande relativement faible, notamment de la Chine. Et comme LVMH a également une division spiritueux, elle souffre également historiquement, hein, des contingences qu'il y a pu avoir à la fois avec la Chine et avec les États-Unis sur les barrières douanières. En ce qui concerne donc les éléments financiers, donc le revenu est en phase de stagnation entre l'année 2023 et l'année 2024. Si on regarde par contre, la profitabilité est également en phase de légère baisse. Alors moi, ce qui va m'intéresser, on va aller directement
sur la partie, bénéfice par action, donc qui passe de 30 € à 25 €, soit une baisse quand même relativement marquée de 17. Un free cash flow néanmoins qui est supérieur à l'année précédente. Donc la société, a été capable, notamment via la hausse des prix, de compenser la baisse du revenu, par, donc une hausse, des prix et au final un free cash flow qui a augmenté. Donc ce qui a permis à la société de maintenir son dividende, donc de, 13 € par action avec une marge, une profitabilité nette de 15. Donc on voit même si elle est en léger retrait par rapport aux 2-3 dernières années, elle est quand même en ligne avec, l'historique. Donc on voit quand même que du point de vue de la gestion de l'entreprise, en tout cas le choc, de la baisse des ventes a été beaucoup mieux géré par LVMH que par son concurrent Kering. Si on regarde côté ratio maintenant, alors avec la baisse du cours, on voit que depuis, 2 ans, on a une baisse, de la valorisation, donc de la capitalisation. On a un price earning ratio de 18,47, donc il est légèrement inférieur au cours actuel, par rapport à Kering. Donc pour moi, il y a nettement, un avantage à plutôt investir sur LVMH aujourd'hui que sur Kering, du point de vue notamment, des ratios. Si on garde le return on equity, on n'est pas loin des 20. Alors même si c'est en retrait par rapport aux 4 dernières années, on fait quand même beaucoup mieux, par exemple, que l'année 2020 qui était une année difficile. On tourne quand même autour des 20 de return on equity, un free cash flow yield de 6, un dividend yield qui est légèrement inférieur à 3. Donc pour moi, c'est une opportunité avec un payout ratio tout à fait raisonnable de 51. La société est très bien gérée et je pense que, investir dans LVMH au cours actuel, c'est pas une erreur. Alors après, c'est un avis personnel que je partage dans cette vidéo. Si on regarde maintenant la partie dividende, donc un rendement du dividende de 2,82 pour un dividende de 13 € avec un payout ratio raisonnable de 50. Donc on peut voir, il y a un acompte qui est versé en décembre et un dividende versé au mois d'avril. Si on regarde l'évolution du dividende sur les 10 dernières années, on peut voir qu'il est en croissance constante. Alors même si, ici on est en stagnation, sur les dernières années, mais néanmoins il y a quand même une croissance ici, hormis, peut-être sur l'année 2020 où il y a eu une baisse, mais globalement la tendance est quand même positive, hein. Donc, pour moi LVMH c'est un groupe qui a toujours de l'avenir, notamment, sur la partie luxe. Sur l'analyse de long terme, sur les droites de régression, donc sur les 30 dernières années, on peut voir qu'on est à peu près à -1 sigma. Alors historiquement, elle est allée, beaucoup plus bas, hein, notamment, dans les années 2008-2009. Néanmoins, -1 sigma, ça peut être quand même un point de repère intéressant, puisqu'on est allé, légèrement au-delà, en fait, à plusieurs reprises, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique. Donc -1 sigma, c'est 440 €. On est actuellement à 449 €, donc on y est en fait, hein, on est à -0,94 pour espérer peut-être aller encore un petit peu plus bas. Ça peut être une thèse autour des 400 €, si, l'action continue à chuter dans le temps. Mais pour moi, entre 440 et 322 qui correspond à -2 sigma, on est clairement dans des plages, soit, d'acheter en fait du LVMH, soit de renforcer si on est actuellement actionnaire. Alors si on regarde l'analyse graphique, on voit on n'est pas très loin d'un support, hein, qui est autour des 430, alors entre 426 et 440 €. Donc, il serait une zone de renfort intéressante. Puis ensuite, la zone qui, est juste en dessous, c'est en dessous des 400 €, donc plutôt dans la zone 384, 392 €, qui seraient pour moi des zones, intéressantes. Alors à noter, qu'on a cassé ici, la semaine du 31 mars, la moyenne mobile à 200 jours. Donc si on fait un petit recul sur des périodes un peu plus longues, on voit comment que, l'action a déjà cassé ses moyennes mobiles à 200 jours et ensuite elle est quand même pas rester très longtemps en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours. Alors, j'avais fait également donc, dans une vidéo, le calcul, hein, on a quand même des drawdowns qui peuvent être entre 25 et 40. Donc attention, même si visuellement on a l'impression que c'est pas beaucoup à ce niveau-là, en fait, si on fait un zoom, bon là je vais pas faire un zoom, mais, on voit quand même que ça peut être de l'ordre de alors, je suis un petit peu gêné, voilà. Ça peut être de l'ordre de 40 de baisse quand on casse la moyenne mobile à 200 jours. Donc si je reporte, c'est 40 de baisse ici. Voilà,
ça veut dire qu'on pourrait aller chercher ici, on pourrait tout à fait aller chercher sur un maximum ici les 300-320 euros. Donc moi je me tiens prêt à cette possibilité. Et dans ce cas, pour moi, un cours à 320 euros, je renforcerai sur LVMH. Donc on peut voir ici globalement aussi, on a ici une sorte de épaule, tête, épaule, même s'il y a une sorte de double tête, mais il y a quand même une très belle symétrie qui est faite, hein. Donc aller chercher les cours ici sur des anciens plus hauts qu'on avait atteints en 2018, ça peut être tout à fait cohérent, en tout cas cohérent de le penser. La quatrième société qu'on va voir, c'est Edenred, Edenred, comme vous le souhaitez. Donc j'ai fait une analyse donc détaillée, accessible pour les abonnés premium. Donc c'est une analyse quand même assez complète hein, sur Edenred. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur Edenred ou Edenred? Donc c'est que la société connaît quand même depuis un petit moment une baisse. Si on regarde ici, depuis un sommet du 26 juin 2023, on est plutôt en baisse. Alors sur la partie financier, on voit que le revenu néanmoins est en hausse, relativement constante. Donc on a une très belle hausse, 11% en 2021, près de 23% en 2022, 18,88 en 2023 et 12% en 2024. Une profitabilité qui est également en hausse, donc de 1 milliard par rapport à 2,6 milliards, on est à peu près à un peu plus de quasiment un tiers. Donc ça c'est plutôt bien. Si on va regarder maintenant les earnings per share, les bénéfices par action, donc qui sont passés de 1 euro à 2 euros, donc quasiment doublé en l'espace d'un an. Le free cash flow est relativement stable, autour des 800 millions d'euros. Alors ça, par contre, c'est pas forcément hyper bon. En fait, on voit quand même qu'il y a un plafonnement du free cash flow sur les 4 dernières années. Et puis la marge nette de profitabilité qui est entre 11,5 en 2023 et 19,86, quasiment 20% sur les années 2021, 2022 et 2024. Donc c'est une société qui dégage quand même de belles marges. Alors moi, à titre personnel, ce qui me gêne en fait sur Edenred, comme sur Pluxee, c'est quand même que le développement de la société est quand même très lié aux lois, hein, puisque typiquement tout ce qui est chèque restaurant, chèque culture, enfin tout ce qui est développement d'aide aux entreprises est quand même soumis à la législation, notamment par rapport aux gains fiscaux que peuvent avoir les entreprises à délivrer ce type de service auprès de leurs employés. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui me gêne aussi, c'est que les frais qui sont pris aux commerçants, ils sont quand même, à mon avis, un peu trop importants. Alors du point de vue de l'actionnaire, on peut s'en réjouir. Du point de vue du salarié et même globalement d'un modèle libéral d'activité, je pense que c'est quand même, pour moi, c'est quand même pas un business model que j'affectionne. Si on regarde du côté des ratios, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc l'action a pas mal baissé entre 2023 et 2024, ce qui a affecté la capitalisation, qui a été quasiment divisée par 2. On a un price earning ratio de 13, ce qui est historiquement un très bon price earning ratio. Alors pour moi, si on prenait une médiane, alors pas une médiane historique, mais globalement, hein, ce que j'aime bien, c'est autour des ratios de 15. On voit qu'on est quand même en dessous, donc il y a un potentiel de revalorisation de la société, notamment si on regarde le forward P qui est que de 11, pardon, on pourrait être on aurait un potentiel de croissance de 50%. Alors le RO, donc on l'a pas, on a un return on capital employé qui est de 23%, qui est très bon, hein. La société a de très bons ratios, un free cash flow yield de 12% et un rendement de l'action de 4,60%. Donc au cours actuel, on pourrait dire que c'est une opportunité. Si on regarde donc l'analyse de long terme, on a à peu près une quinzaine d'années de recul, puisque l'introduction de la société s'est fait ici donc dans le courant de l'année 2009, je pense, 2010. Donc ce qu'on peut dire sur le recul des 30 dernières années, c'est quand même une volatilité qui est quand même relativement forte. La société a déjà connu des moins 2 sigma hein, dans la période 2015-2017 et actuellement on est sur des niveaux très bas, moins 3 sigma. Donc si vous pensez que la société a de l'avenir et est capable de se redresser, ça peut être intéressant de rentrer même au cours actuel qui se situe autour des 26 euros pour une valeur théorique de 51 euros. Donc on aura un potentiel quasiment de 100%. Alors au niveau graphique de court terme, donc on voit que c'est quand même assez propre, hein. Le cours a évolué dans un canal ascendant, on l'a cassé ici à la semaine du 1er juillet 2024, donc il y a un an quasiment.
Et puis derrière, on évolue depuis le sommet du mois de juin 2023 dans un canal descendant. On est actuellement en phase de reprise. On est ici sur une résistance qui se situe autour donc des 26 euros. Alors, on va essayer d'être un petit peu plus précis. On va faire un petit zoom sur le canal. Voilà. On est ici, donc sur une zone de résistance qui se situerait autour des 26,80. Si on arrive à passer cette zone de résistance, plus les anciens sommets qui se situent autour ici des 27,88, on pourrait viser un retour ici sur la résistance suivante des 33,83, ce qui nous donnerait, dans un scénario positif, un potentiel de revalorisation de 20%. Toujours est-il que si on regarde du point de vue graphique actuel, on est toujours dans un canal descendant. Donc si l'action bute sur les 26,80 et repart à la baisse, on aurait un support ici suivant autour des 22 euros. Donc sans compter éventuellement un retour vers le bas du canal qui pourrait correspondre à moyen terme, on va dire, sur une zone des 14 euros sur Edenred. Alors si vous souhaitez également faire des analyses dans la même approche que la mienne, donc je propose un abonnement premium 7,99 € par mois, donc qui vous donne accès au portefeuille ILT en temps réel, l'historique des ordres d'achat et de vente à titre informatif et éducatif, un suivi des opportunités watchlist, une notification par email dès qu'un ordre est passé. En fait, quand je passe un ordre, vous recevez une notification qui explique notamment pourquoi en fait j'achète. L'idée, c'est pas de copier forcément ce que je fais, mais c'est de vous expliquer, donc d'avoir une approche plutôt pédagogique pour expliquer la logique derrière les ordres d'achat ou de vente que je fais au niveau de mes actions. Alors ça, c'est aussi bien sur le PEA-PME que sur le compte titre ordinaire. Je partage également en temps réel les achats et ventes de produits complexes. Donc là, c'est pas par notification, mais vous pouvez accéder directement à un tableau de bord qui résume tous mes achats et tous mes ventes de Turbo. Et vous avez également un accès illimité aux ressources privées, que ce soit mes stratégies détaillées, les synthèses, les analyses des tutos. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a une promo actuellement à 99 €, c'est donc sur l'année. Donc, ce qui vous donne bien sûr, en plus des bénéfices de l'abonnement premium, un accès illimité au cockpit, droite de régression, une analyse personnalisée de votre portefeuille d'actions si vous le souhaitez, et un coaching ILT par mail. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.